À écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast. Les couilles sur la table, épisode 81, deuxième partie. Au travail, les feignasses. Après la première partie de cet entretien consacré au travail, grâce à Sophie Pochick, l'invitée, on a maintenant une idée assez juste de qui travaille dans ce pays, où sont employés les hommes et pourquoi est-ce qu'ils touchent en moyenne des salaires et donc des retraites plus élevées que les femmes, bien qu'il y ait aussi de très fortes inégalités de classe sociale. Ce que vous allez écouter maintenant, c'est toutes les solutions, des plus réformistes aux plus révolutionnaires, pour réorganiser le travail de manière à ne plus reproduire ces inégalités de genre, de race et de classe. Par exemple, saviez-vous qu'au Québec, en 1996, il y avait eu un grand mouvement de revalorisation salariale des métiers féminins, de sorte que les inégalités de salaire là-bas sont bien moins élevées qu'en France ? Et que, dans les années 70, des féministes de plusieurs pays ont élaboré des théories pour un salaire ménager, ou encore que des grèves du travail domestique sont régulièrement organisées depuis les années 70 dans plein de pays. Mais d'abord, Sophie Pochick, qui, je le rappelle, est directrice de recherche au CNRS, sociologue et spécialiste du genre et du travail, nous explique pourquoi on a collectivement du mal à prendre en compte la pénibilité des métiers féminins. On ne la prend pas en compte déjà parce qu'on ne la comptait pas. On n'avait pas les statistiques qui permettaient de sexuer les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ça peut paraître fou, mais c'est simplement depuis 2009 que, sous l'impulsion de Florence Schapper à l'ANACT, l'Agence nationale sur les conditions de travail, qu'ont été publiés des indicateurs sexués sur la santé au travail qui ont permis de montrer qu'il y avait des fréquences différentes, mais surtout une évolution qui montrait une pénibilité accrue des métiers féminins. Par exemple, sur les 650 000 accidents du travail par an. Ça concerne, maintenant on le sait, 2/3 d'hommes, 1/3 de femmes. Les morts au travail, les accidents mortels, sont en majorité des hommes, à 90%. C'est un taux qui est même en hausse, de 35% dans les années 2010. Il y a eu plus de morts au travail. Oui. Les accidents mortels, par exemple, le chiffre, c'est 733 en 2019, soit presque 3 par jour. Ils étaient très invisibilisés, il n'y avait pas de décompte, et d'ailleurs, il y a eu un compte Twitter qui progressivement a fait le décompte des accidents du travail, un peu comme sur le décompte des féminicides. On ne les comptait pas, donc on ne les voyait pas. D'ailleurs, les familles endeuillées d'accidents mortels au travail se sont réunies en collectif, ont fait la semaine dernière un premier rassemblement. 3 personnes par jour qui meurent au travail, en majorité des hommes. En majorité des hommes. Une autre manière de comptabiliser le fait que le travail fait mal, ce sont les maladies professionnelles. Il y a 50 000 maladies professionnelles qui sont déclarées par an. C'est autant d'hommes que de femmes. Et là encore, c'est en croissance forte en France, plus 100% sur ces 20 ans. Mais la croissance est beaucoup plus forte pour les femmes, plus 150%, que pour les hommes, plus 70%. Donc, cette comptabilité a permis tout d'un coup de rendre visible qu'il n'y avait pas que les chantiers ou la chaîne qui était dangereuse, mais qu'aussi la chaîne invisible des cadences infernales dans les métiers du relationnel pouvait blesser et abîmer. Cette pénibilité des métiers féminins, elle est invisibilisée, elle est très mal prise en compte par les dispositifs existants, qu'ils soient collectifs ou individuels. C'est le port de charge de personnes, des enfants ou des personnes âgées, qui peuvent être extrêmement lourdes. C'est des postures pénibles, mais qu'on ne considère pas comme pénibles à première vue. Le fait de rester longtemps debout, pour les vendeuses, pour les serveuses qui créent des problèmes notamment de circulation. C'est des charges émotionnelles. Faire face à la douleur des personnes, à la mort des personnes dont on s'occupait, ou être face à des agents chimiques qui sont toxiques mais à bas bruit.
Et c'est notamment les femmes de ménage qui progressivement font des allergies aux produits, ou les coiffeuses qui, là encore, développent. Pendant longtemps, on ne pensait pas que les colorations pouvaient entraîner des effets néfastes sur la respiration des coiffeuses. Donc, cette pénibilité des métiers féminins, elle est pas toujours lue comme en lien avec le travail, puisqu'elle se déclare plus doucement. Et Karen Messing montre d'ailleurs que les femmes qui vont avoir toutes ces douleurs, quand elles vont chez le médecin, on va davantage les renvoyer à leurs responsabilités, pas faire le lien avec le travail. Est-ce qu'elles exagèrent pas leur douleur? Et pour les femmes de plus de 50 ans, est-ce que c'est pas plutôt lié à leur ménopause ou éventuellement à leur surpoids? Est-ce qu'elles font les bons gestes alors que certains gestes ne peuvent pas être adaptés? Donc ça, c'est aussi donc la pénibilité des métiers féminins, elle est encore mal évaluée. Et puis, bon, c'est peut-être voilà, je reviens tout le temps à ça aussi, mais je me dis quand même le fait qu'il y ait tant de risques de subir du harcèlement sexuel au travail, de la discrimination sexiste, voire de la discrimination raciste au travail, ça aussi, en fait, ça pèse et c'est pénible. Je veux dire, ça pourrait être inclus dans les risques, en fait, dans les métiers féminins, puisque, voilà, statistiquement, on a plus de risques de subir ces mauvais traitements, ce harcèlement, quand on est d'abord une femme, et puis quand on est en plus une personne racisée, quand on est pas hétéro, quand on est en situation de handicap, etc. Oui, tout à fait. Et toute la question de la maladie professionnelle, c'est aussi de le faire reconnaître que les souffrances sont liées au travail. Or, faire reconnaître qu'on a été exposé à ces violences sexuelles, bon, déjà on le sait, hein, le fait d'avoir vécu des agressions sexuelles, déjà quand on se plaint en interne, on est peu cru, on est peu reconnu, et il y a ensuite très peu de reconnaissance, même si vous êtes parti en dépression, pas obligatoirement reconnu comme une maladie liée à un problème professionnel. De la même manière, les employés de service, les aides à domicile, c'est très souvent confronté au racisme des personnes âgées. C'est-à-dire, elles travaillent avec des personnes âgées, mais ces personnes âgées ne sont pas obligatoirement très très sympas avec elles. Eh bien, être confronté à des remarques racistes toute la journée, effectivement, c'est une dimension de pénibilité qui n'est absolument pas prise en compte et qui pourtant est très répandue. De la même manière, ça peut être aussi entre collègues, évidemment. Ça, cette dimension-là, elle est effectivement pas prise en compte en termes de pénibilité du travail. Là, vous nous avez montré tout ce qu'on ne pense pas quand on pense au travail, aux professions, tout ce que les politiques même ne prennent pas en compte, même les gens dont c'est le métier d'imaginer des politiques publiques, des systèmes de protection sociale, etc., ne voient pas. Donc, ils voient pas le travail domestique, ils voient pas la façon dont, voilà, on pense le travail au masculin, on pense le travail du point de vue des cadres, etc. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a toujours... J'ai discuté avec une amie sur la mobilisation contre cette réforme des retraites. Elle dit qu'autour d'elle, elle est instite. Elle dit, bah voilà, en fait, ils se mobilisent pas vraiment parce qu'ils disent, bon bah, c'est parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, en fait. Si ils doivent savoir ce qui pensent toutes ces politiques publiques et tout, et voilà, ils font ça parce qu'il y a... Bah, ça doit être comme ça. Et donc, je dois dire que même moi, je me dis ça quelque part. Au fond, je me dis, ouais, mais voilà, est-ce que ce serait vraiment possible d'augmenter le salaire des aides-soignantes, des AESH à l'école? Est-ce que ce serait vraiment possible de payer plus le travail féminin? Enfin, comment il faudrait s'y prendre? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, en fait, pour que on n'ait pas un système de production et un système de protection sociale qui reproduisent comme ça les inégalités, surtout qui ne fonctionnent que parce qu'il y a des gens des femmes et des classes populaires qui sont exploitées, en fait, dont la force de travail est exploitée. Est-ce qu'on a des exemples de politiques publiques qui ne sont pas androcentrées sur le travail et qui sont plus justes du point de vue de la classe, du genre et de la race? Des politiques qui visent donc à s'attaquer à cette question de la valeur du travail. C'est même soutenu par l'Union européenne. Il y a différents modes, des voies d'action. Ça peut être par la négociation collective, c'est les cas en Suède. On regarde les grilles de classification des branches, des métiers, et on regarde s'il n'y a pas des biais de genre avec des métiers qui ne sont pas des métiers féminins qui sont placés dans des classifications moindres, soit par des procès.
pour discrimination salariale, où des femmes se saisissent de ce principe de travail de valeur égale pour dire que leur poste est équivalent à un poste occupé par les hommes et qui vont faire des comparaisons et qui vont passer par les tribunaux. Donc ça, c'est une stratégie de mobilisation par le droit qu'on a trouvé notamment dans les pays anglo-saxons où le droit du travail est très faible. Donc ils vont passer par les tribunaux. C'est au Royaume-Uni, en Australie notamment. En Australie, il y a eu une grande campagne pour faire revaloriser les salaires, notamment des aides-soignantes dans les maisons de retraite, qui sont passées par ces procès pour un procès contre l'État. Un procès contre les employeurs pour discrimination salariale systématique. Ça va passer aussi, on l'a eu aux États-Unis, contre Walmart, qui est le système par excellence. C'est un des premiers employeurs américains. Une chaîne de supermarchés, où elles avaient fait un procès dit collectif pour discrimination salariale systématique contre leur employeur. C'est une grande mobilisation qui a permis aussi aux organisations syndicales de syndiquer ces emplois de femmes et qui malheureusement n'a pas débouché parce que le droit peut être aussi en défense évidemment des employeurs avec leurs avocats, qui a considéré que ce n'était pas Walmart, la société, qui était responsable, c'était chaque grand magasin, chaque magasin avec une politique salariale différente, et donc qu'on ne pouvait pas faire une revalorisation systématique. Donc la voie juridique, c'est une voie individuelle, même quand on la collectivise, et elle est un peu compliquée. C'est la raison pour laquelle, au Québec, on est passé par la loi. Pas la négociation collective, mais vraiment par la loi. Donc dans l'ouvrage que j'ai coordonné avec Soline Blanchard, qui s'appelle « Quantifier l'égalité au travail », on a notamment demandé à une chercheuse québécoise, Valérie Tanguay, de nous raconter cette histoire. Comment au Québec, s'est mis en place cette politique d'équité salariale qui a eu des effets importants. Donc déjà, ça a été porté par une coalition féministe. Donc il y a une loi qui est votée en 96 et il y a une alliance en fait entre les associations féministes, les mouvements syndicaux et puis ce qu'on appelle les fémocrates, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires femmes engagés pour l'égalité. Ils ont réussi à faire passer cette loi qui impose à toutes les entreprises de plus de 10 salariés de mettre en place un comité d'équité salariale et de faire l'exercice obligatoire de comparer des emplois qui sont occupés à prédominance par des femmes, 60%, avec des métiers occupés par des hommes qui vont être des comparateurs. Et on va regarder si leur charge nerveuse, leur pénibilité, leurs qualifications sont reconnues à juste valeur et on va les revaloriser. Ça a permis de diminuer l'écart salarial de 16% à 10%. Et Valérie Tanguay dit qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de comprendre pourquoi ça a été si efficace. Déjà, c'était universel. Toutes les entreprises devaient y aller. Et l'État aussi ? Oui, tout à fait. Les employeurs publics, on y reviendra parce qu'en France, justement, il y a un gros problème de revalorisation des emplois féminisés. C'était très, très organisé. Il y avait un comité d'équité salariale qui devait faire cet exercice avec une participation de 2/3 des salariés et la moitié de femmes. Donc, que les femmes, les principales concernées, soient au cœur de l'exercice d'évaluation et de revalorisation de leurs emplois. Et puis aussi un contrôle fort. Si les entreprises ne faisaient pas l'exercice, on pouvait saisir une agence indépendante. Et puis il y avait une menace de pénalités financières élevées et surtout de publication des noms des entreprises qui ne faisaient pas l'exercice. Et donc, en fait, la menace de la pénibilité a suffi. Très, très peu d'entreprises ont été pénalisées, mais toutes ont fait l'exercice. Mais il y a aussi un facteur qui joue, c'est que au Québec, il y a un taux de syndicalisation beaucoup plus fort qu'en France. En France, on est à peu près à 10% de syndiqués, plus pour les hommes que pour les femmes, alors que au Québec, c'est 40%. Et d'ailleurs, la loi équité salariale, ça a été un levier pour syndiquer les métiers féminisés de services qui ont été soutenus par les syndicats pour mettre en œuvre ces comités d'équité salariale. Donc, au Québec, ils ont mené cette politique-là qui fait qu'il y a moins d'écart de revenus entre les métiers féminins et masculins et entre les hommes et les femmes, donc, qu'en France. En France, il y a beaucoup de femmes qui sont employées, vous l'avez dit, dans les métiers de service, etc., bon, comme partout dans le monde, mais aussi qui sont employées directement par l'État. Donc, en fait, aussi, si on voulait, peut-être que je pose la question un peu naïvement, mais si on voulait résoudre les problèmes d'inégalité salariale entre hommes et femmes, en fait, l'État pourrait le faire assez facilement. Il suffit qu'il augmente les salaires des femmes qui travaillent pour lui.
C'est ça, il faudrait qu'il revalorise les emplois à prédominance féminine qui sont très fortement en son sein. Donc c'est la fonction publique et hospitalière, il n'y a pas que la fonction publique d'État, hein, la fonction publique territoriale, où il y a beaucoup de catégories C. Or, on a plutôt une tendance à des salaires qui stagnent, qui ne suivent pas, par exemple, l'inflation, contrairement au salaire du privé qui essaye quand même de maintenir un niveau de salaire décent. Et donc là, on peut donner 2 exemples de discours de revalorisation salariale dans la fonction publique, où on voit que l'État, en tant qu'employeur, maintient des salaires bas, notamment pour les emplois féminisés. D'abord, c'est les AESH, les accompagnantes des élèves en situation de handicap. En fait, elles sont à temps partiel imposé. Il y en a beaucoup, en plus, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Ça a été une croissance très importante. Ce sont elles qui permettent la politique d'inclusion des enfants handicapés à l'école. Elles sont désormais 130 000 femmes en emploi, mais elles touchent en moyenne 800 € par mois, parce qu'elles sont à temps partiel, contractuel. Alors, il y a à peu près deux grandes figures. Des jeunes femmes diplômées, c'est un peu un emploi d'attente en début de carrière, mais surtout des mères en reprise d'emploi, au profil plus populaire, notamment racisé, puisqu'il y a une création forte de ces emplois, mais ce sont des emplois très dégradées. Et donc, elles se sont organisées en collectif. Elles ont été soutenues aussi par les syndicats. Mais il y a eu un refus net du gouvernement de les titulariser et aussi de les faire passer à temps plein. Et il y a même des discours très sexistes sur les AESH. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la députée macroniste Claire Guichard, le 27 janvier dernier, affirmait à l'Assemblée nationale que les AESH, ce sont des mères qui choisissent ce statut pour avoir les mercredis et les vacances scolaires. Et elles assument, c'est un choix, et elles sont heureuses de ce qu'elles font. Et donc ça permet de bien montrer que la conception androcentrée du travail, quand c'est un temps partiel, ça serait un choix des femmes pour s'occuper de leurs enfants. Ça peut même être porté par des femmes, ce discours. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Que, évidemment, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, ça c'est sûr. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc, un autre exemple, c'est la question des salaires des enseignantes, et notamment des institutrices. Les professions de l'éducation sont très féminisées et ont vu progressivement leur salaire décrocher par rapport à l'inflation. Il y a une perte de pouvoir d'achat très forte des enseignants et notamment des institutrices qui sont à plus de 70% des femmes, particulièrement les institutrices des écoles maternelles et écoles primaires. Là, il y a eu un discours à la fois volontariste au départ. Nous allons revaloriser les métiers enseignants et puis ensuite, quand on voit ce qu'on leur a proposé, c'est pas une revalorisation systématique. En fait, on leur a proposé un pacte avec des heures supplémentaires. Vous allez prendre des heures supplémentaires, ce qui vous permettra de gagner plus. Mais évidemment, on voit bien tout de suite l'impact genré que ça va avoir. Des instituteurs pourront prendre ce pacte, éventuellement faire les cours de soutien qu'on a proposés pour les 6e en mathématiques. Et des mères, des institutrices qui ont déjà du mal à jongler avec... Les institutrices travaillent beaucoup, leur temps de travail est sous-estimé souvent, ne vont pas pouvoir prendre ce travail productif supplémentaire et donc ne vont pas bénéficier de cette revalorisation salariale qui n'en est pas une. Et en fait, si l'État disait « Ok, je vais reconnaître que tous ces métiers ont une grande valeur, on va les payer plus, hausse générale de salaire pour les institutrices, les AESH, les infirmières, les aides-soignantes, etc. » Enfin, l'État peut le faire, en fait. C'est une décision. En plus, si les salaires augmentent, ça augmenterait les cotisations et donc il n'y aurait pas de problème de financement des retraites. Tout à fait. L'égalité salariale résoudrait complètement le problème de déficit anticipé du budget des retraites. Ça serait à la fois des cotisations supplémentaires. Il y a aussi la question du temps de travail qu'il faudrait augmenter parce que il y a ce temps partiel imposé dont on a parlé avec des secteurs comme le commerce, mais aussi les fonctions publiques territoriales qui imposent du temps partiel, salaire partiel, cotisation partielle. Et donc, d'autres propositions peuvent être
est envisagé, c'est aussi faire un peu une pénalité à l'usage du temps partiel, faire cotiser les temps partiels à taux plein. Ça aurait un effet désincitatif pour les employeurs. De proposer des temps partiels. Puis ça ferait une hausse de cotisation. Mais à la fois, quand vous parlez de temps partiel, on se dit aussi... bon, alors bien sûr, c'est imposé, il y a des gens qui voudraient travailler plus longtemps, il y a plein de temps partiels imposés, etc. Mais à la fois, est-ce qu'une des clés aussi de résolution des inégalités et aussi de la crise écologique et tout, c'est pas de travailler moins, et donc en fait qu'on se mette tous et toutes à temps partiel plutôt? Alors, travailler moins, cette idée de la réduction collective du temps de travail, c'était le projet notamment des 35 heures, alors qui n'était pas obligatoirement porté avec une réflexion féministe très forte d'ailleurs, mais évidemment, travailler tous moins pour travailler de manière plus égalitaire, ça serait un levier aussi pour une division du travail domestique et parental plus égalitaire, parce que ce que les jeunes générations, notamment d'hommes, disent, c'est qu'ils voudraient être plus présents. Souvent, ils voudraient être des pères plus présents, mais il y a une intensification du travail, il y a une sollicitation des entreprises pour un travail pour des salariés toujours plus disponibles, ce qui les rend moins disponibles pour le travail reproductif. Donc ça serait un levier aussi pour une égalité dans le couple. C'est exactement la même chose sur l'égalité salariale. Si dans un couple, vous touchez exactement le même salaire, la question de qui prend le congé parental se pose de manière différente. C'est sûr. Alors, il faudrait revaloriser le congé parental parce qu'il est très 400 € par mois. Oui, c'est très très bas. Et on voit bien comment il y a très peu d'hommes qui prennent un congé parental, parce que le décroché par rapport à leur revenu d'habitude est trop fort. Les études sur les hommes qui prennent un congé parental montrent qu'ils sont d'ailleurs dans des configurations souvent un peu inversées. Leurs femmes gagnent autant qu'eux, voire même gagnent davantage, ce qui fait que cette question de qui s'arrête pour prendre le travail productif se pose différemment. Donc l'égalité salariale est aussi un levier pour une égalité au sein du couple. Juste pour terminer avec cette idée-là il semblerait quand même que la solution à plein de problèmes qu'on a en ce moment, ce soit la réduction générale du temps de travail rémunéré. Parce qu'à ce moment-là, on aurait du temps pour s'occuper des autres, on serait moins malade. Ça résoudrait tellement de problèmes en fait, de travailler moins. Et c'est pas la même chose que de dire il faut lutter contre le temps partiel féminin, il faut que les femmes se mettent à travailler comme les hommes. Tout à fait. Ça veut dire, au lieu de soutenir le fait que les femmes aillent vers cette norme androcentrée du travail productif, on repense plutôt les organisations du travail pour qu'elles soient plus égalitaires, mais ça veut dire repenser complètement l'organisation du travail. Or, on est dans une société capitaliste, et donc pour l'instant, on n'est pas du tout avec des employeurs qui veulent rémunérer autant leurs salariés pour qu'ils travaillent moins. Donc, il faut aussi, évidemment, toute cette question, c'est les choix des employeurs. Ça se pose quand même de manière un peu différente du côté des employeurs publics. Ça, c'est vrai, qui peuvent réfléchir à faire une fonction publique plus égalitaire, éventuellement avec cette réduction du temps de travail collectif pour tous et toutes. On a une image globale de la façon dont les efforts sont répartis, dont l'argent est réparti dans le travail rémunéré. À quoi ça ressemblerait un monde du travail qui serait pas construit au masculin neutre, qui serait pas construit comme si les hommes n'avaient pas de famille ou les femmes n'avaient pas de travail ou voilà. Ça serait quoi un monde du travail qui serait construit au féminin neutre ? C'est une excellente question et ça serait une politique qui rend visible et reconnaît la valeur sociale du travail domestique et parental. C'est du travail gratuit et il est réalisé
en majorité par les compagnes, les mères, mais aussi les filles, les sœurs, les grands-mères, au profit des hommes et de la société en général. Et ça, c'est une revendication classique des féministes, quelle que soit leur orientation politique ou leur génération. Et c'était par exemple la revendication des féministes marxistes dans les années 70, qui avaient fait une campagne internationale pour un salaire au travail ménager, Wages for Housework, qui est parti d'Italie et qui était inspiré des travaux de Silvia Federici, de Maria Dalla Costa, que l'on redécouvre parce que maintenant ils sont retraduits et publiés. Mais plus récemment, c'est aussi au centre de l'appel à la grève féministe, le 8 mars, depuis les années 2010. C'est parti d'Argentine, on l'a vu ensuite en Suisse, en Espagne et en France, avec l'idée que si on appelle à la grève des femmes, on va voir dans la rue les travailleuses invisibles, mais aussi les ménagères. Et le mot d'ordre, c'est on arrête toutes pour montrer qu'elles sont, dans leur diversité, un pilier de l'économie. Et à la fois, ce que vous disiez, c'est aussi que faire grève de tout ce travail-là, c'est impossible. J'avais des amis qui sont médecins ou infirmières ou aides-soignantes qui disent manifeste pour nous, fais grève pour nous, parce que pour nous, c'est pas possible en fait de faire ça. Elle dit voilà, je vais pas laisser mes 80 patientes comme ça. Voilà, ma copine médecin, elle me dit je vois pas comment. Oui. Voilà, pourquoi je peux faire ça. Les copines qui sont mères de famille, pareil, elles disent c'est toujours le problème en fait. Est-ce que je lèse mon enfant en faisant grève? Donc bien sûr, c'est un mot d'ordre aussi symbolique, c'est-à-dire que dans les grèves féministes, on voit aussi beaucoup de jeunes étudiantes, jeunes encore sans enfants, qui sont le renouvellement formidable là de la nouvelle vague du féminisme, beaucoup plus variée, beaucoup plus queer, attentive aux questions LGBT, questions articulation racisme, sexisme, etc. C'est un mot d'ordre symbolique, mais il est quand même fort. Oui, bien sûr. Oui, l'idée que si on s'arrête, tout s'arrête. C'est ce que disaient les féministes suisses le 14 juin, tout à fait. En 91, et puis la grève de 2019. Donc un salaire ménager. Bon, ça pourrait être une des choses, pour un monde du travail qu'on se trouve féminin neutre. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Oui, c'est sûr que pour reconnaître, financer et partager le travail domestique et parental, il n'y a pas que le salaire au travail ménager, parce que cette idée-là d'une compensation ou d'une rémunération du travail parental, c'est aussi un peu l'idée du congé parental d'éducation. Même s'il est très mal rémunéré, il a été créé en 1984 en France, ou d'autres revendications, par exemple l'idée du revenu universel. Mais bon, il y a d'autres féministes qui disent attention, il y a un risque non négligeable que ça entraîne qu'on renvoie les femmes au foyer. Bien sûr. Donc il y a d'autres propositions. Il y a des féministes de gauche qui plaident plutôt pour une socialisation du travail domestique et parental, une externalisation, une prise en charge par l'État. Et donc, c'est toute la question des services publics gratuits de la petite enfance, de l'éducation, de la santé, de la dépendance, parce que ces services publics-là, ils sont essentiels pour libérer les femmes, notamment des classes moyennes et des classes populaires, qui peuvent pas marchandiser cette charge. Et c'est crucial pour les mères isolées qui ne peuvent pas se payer des services marchands en substitution. Mais à la fois, ça pose aussi d'autres questions, parce qu'on a bien vu que là, par exemple, l'État, il paye des AESH, dont on a parlé plus tôt, les personnes qui aident les enfants handicapés à l'école, et il les paye rien du tout, il les traite super mal. Enfin, l'État, c'est pas non plus un bon employeur, quoi. Donc, oui, c'est évidemment, ça serait accompagné de toute la réflexion sur ces services publics. À quoi ils pourraient ressembler, si c'était de bonne qualité, si les personnes étaient bien considérées, si elles étaient bien payées, etc. S'il n'y avait pas des politiques d'austérité, quoi. Ça, c'est la solution de dire, c'est l'État qui doit s'en occuper. Il y a aussi d'autres féministes, plutôt par exemple l'orientation éco-féministe, qui disent on peut aussi autoproduire, autogérer ces services en dehors du système marchand, à l'image par exemple des crèches parentales associatives, où les parents se mettent ensemble collectivement pour prendre en charge cette tâche, elle est collectivisée, ou des maisonnées collectives, par exemple, où plusieurs familles habitent ensemble et prennent en charge l'éducation le mercredi, le soir, le week-end, pour sortir de l'isolement du couple ou l'isolement de la mère seule. Mais bon, faut qu'il y ait des règles de mesure et de vigilance certaines pour qu'il n'y ait pas des pères qui progressivement... c'est ce qui se passe. Tous les retours que j'ai des gens qui vivent en collectivité, c'est toujours ça. En fait, on arrive à un moment où
C'est aussi des choses culturelles, quoi, à faire bouger. C'est ça, ce qui montre bien que le patriarcat n'est pas que dans le capitalisme. Même hors capitalisme, il en reste. Donc, il y en a d'autres qui plaident plutôt pour dire il faut réduire le temps de travail productif. Donc, à l'image, par exemple, les socialistes qui avaient porté la réforme des 35 heures, des expérimentations de semaines de 4 jours, par exemple, parce que l'idée, c'est que ça permet de libérer du temps productif à égalité pour les pères et pour les mères. Mais c'est pas pour autant que le réinvestissement va être automatique. Égalitaire. Voilà, Ouais. il y a des pères qui vont utiliser cette journée libérée pour faire du sport ou du bricolage, et pas emmener les enfants chez l'orthodontiste ou s'occuper du linge. Ou prendre soin des vieilles personnes de la famille, ou toutes ces tâches de soins, quoi. C'est ça. sûr. Et donc ça, c'est un vaste sujet. On voit bien qu'il y a plusieurs propositions possibles dans la diversité des courants du féminisme. Et je vous renvoie à une controverse qu'on a publiée dans la revue Travail, Genre et Société, qui s'appelle « Rémunérer le travail domestique, une stratégie féministe », où on a fait dialoguer Silvia Federici, Christiane Delphi, Bernard Friot et Rachel Silvera. Et donc ça, c'était une controverse coordonnée par Fanny Gallo et Maud Simonet, et elle est passionnante. Et puis il y a la Déferlante qui avait fait aussi un truc dessus. Ouais. Enfin, c'est un sujet qui revient souvent, quoi. C'est ça. Comment faire avec... Parce que c'est vrai que c'est en fait, ce truc du travail domestique, c'est que c'est vraiment un travail qu'on peut pas réduire. Enfin, moi, j'entends qu'on ait envie de passer du temps à cuisiner, qu'on ait envie de voir grandir ses enfants, qu'on ait envie, c'est pas du travail forcément dégradant. Le problème, c'est ni inintéressant, ni au contraire. Enfin, ça peut être génial, quoi. C'est ce que disaient aussi des féministes des années 70, Annie Leclerc et tout. Moi, je suis très marquée par tout ça. Elle disait que voilà, c'était pas des travaux répétitifs ni abétissants. Ce qu'il laisse, c'est quand il est pas valorisé, quand il est méprisé par la société, quand on doit le faire trop vite, quand on gagne pas sa vie. Voilà, quand c'est un sacrifice d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, je veux dire, c'est un travail, quand même, on voit que c'est rare, que ça contente toute l'existence humaine, quand même. Oui. Dans cette controverse, il y a aussi Fatima Ouassak qui représente l'organisation Front de Mer et qui souligne comment, dans les quartiers populaires, les mères, notamment les mères isolées, elles aimeraient avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants, Bah oui. mais en fait, leurs emplois plutôt dégradés fait qu'elles sont assez peu présentes à la maison. Bah en fait. oui, bien sûr. Ouais. Et puis, en plus, on parle de réduction de temps de travail. Enfin, là, on a parlé du point de vue des femmes et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui aimeraient travailler moins. Même si vous, dans vos travaux, vous avez aussi montré à quel point le travail rémunéré, c'est aussi central dans le sentiment d'identité, notamment dans votre étude sur le chômage chez les cadres, à quel point des hommes au chômage réagissent pas de la même façon que des femmes au chômage, en fait. Oui, parce que c'est central comme identité. C'est ça, beaucoup de jeunes hommes veulent être des pères compagnons, soutenir leurs femmes, participer à l'éducation des enfants, mais c'est souvent dans une participation d'appoint quand même. Et à ce titre-là, les entreprises essayent aussi de répondre à cette aspiration. Oui, parce que cette balance-là entre la vie, le travail domestique, qui est nécessaire vraiment, et ce travail rémunéré, en entreprise, on appelle ça la conciliation du temps personnel et de la vie professionnelle. Est-ce que c'est pas les entreprises qui sont censées s'occuper de ça et s'arranger pour que ce soit possible? Qu'est-ce qu'elles font? C'est vrai qu'en France, c'est spécifique. Les employeurs privés sont incités depuis 2006 à négocier sur l'articulation vie pro-vie perso, des mesures d'aide à la parentalité. C'est dans le cadre de la négociation égalité professionnelle qu'aujourd'hui a appelé qualité de vie au travail. Et donc j'étudie avec Cécile Guillaume actuellement ce que ça produit, cette négociation collective en entreprise. Alors ça peut prendre la forme de dispositifs assez divers. Alors ça va être des avantages, on pourrait dire, extra-salariales. Des congés seconds parents, pas que des congés paternité. Maintenant, ils s'ouvrent aussi aux familles homoparentales. Des congés seconds parents mieux indemnisés, des crèches d'entreprise, des aides financières pour externaliser, les chèques CESU, des autorisations d'absence, des horaires plus souples pour les parents d'enfants malades, pour les parents d'enfants handicapés, des congés proches aidants. Donc en fait, il y a quand même du côté des employeurs cette prise en charge, en tout cas des propositions de services complémentaires à des services publics. Cependant, en fait, quand on laisse le marché s'occuper de la parentalité, on accentue souvent les inégalités sociales et raciales entre les pères et aussi entre les mères. Parce qu'en fait, on observe du côté des secteurs qualifiés, la tech, les cabinets conseils, les banques assurances,
C'est des univers où il y a surtout des cadres, des couples de jeunes cadres, et les entreprises veulent les recruter, les attirer, les fidéliser, et donc ils peuvent bénéficier de ces services ou de ces facilités. Et de l'autre, c'est un peu caricatural, mais on a quand même des secteurs à bas coût, où il y a plutôt la main-d'œuvre moins qualifiée, le commerce, la santé privée, le nettoyage, où les politiques sociales, elles sont vraiment minimalistes. Et la parentalité des ménages populaires, je vous rappelle, je l'avais dit, c'était surtout composé d'un ouvrier et d'une employée, où il y a beaucoup plus de personnes immigrées ou racisées. Et leur parentalité, elle est très peu prise en compte. Cette négociation, elle offre des services minimaux, alors que les horaires atypiques, les horaires décalés, les horaires fragmentés, les temps de transport élevés, l'insécurité de l'emploi, ça perturbe très fortement leurs temps familiaux. Et surtout, ce qu'on a souligné avec Cécile Guillaume, c'est que les entreprises, sur le côté articulation travail-famille, font comme si, eux, ils ne s'intéressaient qu'à des services concernant le travail reproductif ou le temps familial, sans regarder ce que le travail productif générait dans cette équation. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il y a une dégradation des conditions de travail, y compris des cadres, avec une intensification du travail et beaucoup de salariés qui se plaignent de journées à rallonge, de pression au résultat, de pas pouvoir couper, etc. Et donc on a des entreprises qui finalement font comme si dans l'articulation travail-famille, on changeait rien à travail. Par contre, on offrait des services pour un peu mieux articuler avec les besoins de la famille. Oui, en fait, on en revient toujours à la même chose, il faut changer la culture de travail, les conditions de travail, l'organisation de travail, le temps de travail, tout, en fait, la façon dont c'est fait, parce que là, il y a quand même peu de gens qui sont heureux de la façon qu'ils ont de travailler. Oui, c'est même assez étonnant. Dominique Médal a souligné dans ses travaux, quand on fait les enquêtes européennes sur la satisfaction au travail, les Français sont plutôt dans le bas du classement, et ça pourrait aussi participer de cette fronde actuelle contre la prolongation de la durée du travail en fin de carrière, parce que peu de salariés, même parmi les cadres, sont satisfaits de leurs conditions de travail et de la manière dont ils sont reconnus au travail. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Pour terminer, quelle est l'œuvre d'art que vous avez envie de recommander aux auditrices en lien avec le travail, Sophie Pochick ? Alors, moi, je voulais vous recommander un premier roman qui est paru déjà depuis 4 ans. C'était en 2019, qui s'appelle « À la ligne », d'un jeune auteur qui est malheureusement décédé, Joseph Pantus, qui était un lettré, qui était éducateur spécialisé, qui avait été obligé de travailler en intérim pour rejoindre son amoureuse en Bretagne. Il a tiré de son expérience d'intérimaire un roman sur le travail ouvrier à la chaîne, qui pour moi est une claque et une écriture magnifique, qui fait comprendre de l'intérieur la pénibilité du travail peu qualifié, les effets sur la vie privée, de l'incertitude au quotidien des intérimaires, qui travaillent en plus en horaire atypique, en 3-8. Donc j'aimerais vous en lire un extrait. Et c'est vrai qu'en plus, sur la question des masculinités au travail, c'est très intéressant. On se salue en se serrant la pogne à l'embauche. Comme partout, ici, les serrements de main sont particulièrement roides. Mes mains ne sont plus broyées à ce contact. Mais le dos, putain, parfois elle crie, ma colonne, et je l'encourage. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Je pousse des carcasses, sans fin. Je ne fais que gagner ma vie. Non. Gagner des sous ? Non. Vendre ma force de travail. Voilà. C'est ça. Merci énormément à Sophie Pochick, directrice de recherche au CNRS, pour tout le travail accompli en vue de cet entretien.
Toutes les références sont comme d'habitude à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Et si elles sont toujours assez fournies, là on bat tous les records. Merci à Sophie Pochic pour ce travail de bibliographie et à Naomi Titi, productrice et éditrice de l'émission, pour l'avoir complétée en retrouvant la source de chacun des chiffres cités pendant les 2 parties de cet entretien. Pour une fois, je vais aussi me permettre, moi aussi, de faire une recommandation. La première, c'est de regarder l'excellent entretien intitulé « Travailler moins pour vivre mieux » de Céline Marty, philosophe du travail, par Paloma Moritz, à retrouver sur la chaîne YouTube du média Blast. Et puis une deuxième, celle de vous syndiquer. Parce que toutes les grandes victoires au travail qui nous rendent la vie un peu plus respirable, elles ont été obtenues par des luttes syndicales, des grèves et des combats collectifs. Alors allons-y, syndiquons-nous. Personnellement, je viens enfin de reprendre ma carte. Cet entretien a été réalisé par Elisa Grenet. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. La communication, c'est Lise Niederkorn et Jeanne Longhini. On lit toujours les lettres que vous nous envoyez à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.